Bonjour à tous, je suis très heureux de vous revoir et j'en profite pour vous souhaiter une excellente nouvelle année 2026. Aujourd'hui, nous allons partir à la découverte d'un nouveau pays. Un pays qui est très inventif. En effet, il a créé des mots que nous utilisons quotidiennement. Par exemple, le mot pistolet, mais également le mot robot. D'ailleurs, le mot robot signifie dans leur langue locale travail forcé. Ils ont également créé le sucre en morceaux et comptent un certain nombre de prix Nobel. Un pays également qui possède le plus grand château au monde, bien plus grand que le château de Versailles ou celui de Buckingham Palace. Et également l'une des horloges astronomiques les plus anciennes au monde. Enfin, un pays qui considère la bière comme faisant partie de leur patrimoine culturel national et qui détient également la plus grande consommation par habitant au monde. Eh bien, ce pays, c'est la Tchéquie ou la République tchèque. Et si cela vous intéresse, je vous invite fortement à regarder ce qui suit. La Tchéquie est un pays d'Europe centrale de 78 000 km². Il a pour voisin à l'ouest l'Allemagne, au sud l'Autriche, au sud-est la Slovaquie et au nord-est la Pologne. Concernant le nom du pays, il y en a deux. D'abord, vous pouvez le nommer sous le nom de République tchèque, qui a été officialisé en 1993 à la suite de la dislocation de la Tchécoslovaquie. C'est le nom long de nature politique, mais vous pouvez aussi utiliser le mot Tchéquie, qui est en fait le nom officialisé depuis 2016 et qui est en fait un terme bien plus ancien dès le XIVe siècle et qui est la traduction en français de Česko, qui signifie tout simplement le pays des Tchèques. Regardons plus en détail le relief du pays. On constate que l'altitude moyenne de la Tchéquie est de 433 mètres, ce qui fait de la Tchéquie un pays beaucoup moins montagneux que ce qu'on a pu voir dans la Slovaquie. Mais le fait intéressant, c'est que la plupart de ces montagnes constituent les frontières de la Tchéquie. En effet, on peut d'abord nommer au nord-ouest les monts métallifères qui contiennent de l'argent, de l'étain, du cobalt et du nickel. Puis au nord-est, on doit citer les monts des Géants. C'est le plus haut massif du pays, avec le point culminant, le Sniezhka. Au sud-est, on trouve les Sudètes, qui sont la grande chaîne d'Europe centrale dont nous avons parlé dans la vidéo sur la Pologne. Mais il faut savoir que côté tchèque, on nomme les Sudètes les Jenisejky, dont son point culminant est le Pradied. Et à l'est, on mentionne les Beskides, que nous avons également mentionné dans la vidéo sur la Slovaquie. Au sud-ouest, enfin, on doit mentionner la forêt des Bohèmes, dont l'altitude moyenne est de 1456 mètres. Il s'agit tout simplement d'un massif boisé à la frontière avec l'Allemagne et l'Autriche. Toutes ces montagnes donnent naissance à un certain nombre de fleuves, à commencer par l'Elbe, qui prend sa source dans les monts des Géants et qui traverse la Tchéquie, en passant par Hradec Králové, avant de prendre la direction de l'Allemagne. Puis nous devons indiquer la Vltava, qui est la plus longue rivière de Tchéquie, qui passe à Prague avant de terminer sa course dans l'Elbe. Puis nous devons mentionner l'Oder ou l'Odra, qui prend ses sources dans les monts des Sudètes, qui traverse la Tchéquie avant de former la frontière entre la Pologne et l'Allemagne. Et enfin, la Morava, qui prend ses sources dans les Sudètes, passe par Olomouc et constitue la frontière entre la Tchéquie et la Slovaquie, avant de se jeter dans le Danube. Enfin, il faut indiquer que le climat de la Tchéquie est un climat continental. Regardons plus en détail la géographie humaine de la Tchéquie. La population totale du pays est de 10,6 millions d'habitants et elle était de 10,3 millions en 1990. Autrement dit, la population tchèque a légèrement augmenté. Toutefois, on prévoit pour 2050 une population de 9,8 millions d'habitants, ce qui signifie que la population tchèque va légèrement diminuer. Concernant le rapport urbain-ruraux, 75% des Tchèques vivent en ville, ce qui signifie que le pays est extrêmement urbanisé, à commencer par sa capitale,
Prague. Prague est la plus grande ville de la Tchéquie, avec 2 millions d'habitants. Elle est la capitale historique du royaume de Bohême, berceau du peuple tchèque, mais aussi résidence de plusieurs empereurs du Saint-Empire romain germanique, notamment la résidence de Charles IV. Ville importante sous les Habsbourg, elle joua un rôle important dans la Réforme et dans la guerre de 30 ans. Elle fut la ville où vécut Kafka, Dvořák, Smetana, avant de devenir au XXe siècle la capitale de la Tchécoslovaquie. La ville connaît alors un développement urbain avec l'ouverture de nombreuses crèches, de bâtiments sociaux et d'hôpitaux. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la communauté juive s'effondre, mais la ville est épargnée par les bombardements et conserve ainsi son architecture d'antan. En 1968, la ville voit l'intervention de 400 000 soldats lors du printemps de Prague. Enfin, en 1989, la ville est témoin de la révolution des velours, mettant un terme au régime communiste. Aujourd'hui, Prague est l'une des régions les plus riches d'Europe, avec un taux de chômage très faible. Puis, nous devons citer la ville de Brno. Située au sud-est de la Tchéquie, au confluent de la Svratka et de la Svitava, elle est la deuxième ville du pays, avec 400 000 habitants. Elle fut la capitale de la Moravie au Moyen-Âge et demeure le centre politique et culturel de la région de Moravie du Sud. Au XIXe siècle, marquée par l'industrialisation, elle est surnommée la Manchester tchèque grâce au premier train de Vienne arrivant en 1839. Aujourd'hui, la ville abrite la Cour constitutionnelle, la Cour suprême et la Cour administrative suprême. Et elle est aussi une ville universitaire et un important centre industriel et technologique. Puis, nous devons citer la ville d'Ostrava. Alors, Ostrava est située au nord-est de la Tchéquie, à seulement 15 km de la frontière polonaise. Elle est la capitale de la Moravie-Silésie. La ville se trouve aussi à la confluence de 4 rivières, l'Oder, l'Opava, l'Ostravice et la Lučina. Ostrava a pris de l'importance grâce à sa position au cœur d'un important bassin houiller devenu un moteur industriel majeur sous l'Empire autrichien. Au XXe siècle, elle est le cœur d'acier de la Tchécoslovaquie en raison de son statut de centre minier et métallurgique. Mais depuis la chute du communisme, son économie a connu des transformations radicales et profondes. Le dernier charbon a été extrait en 1994 et les industries ont été entièrement restructurées. Puis nous devons citer la ville de Plzeň ou Pilsen, située à 78 km seulement de Prague, à la confluence elle aussi de 4 rivières formant la Berounka. Fondée au XIIIe siècle, elle devint une importante plaque tournante du commerce sur les routes reliant la Bohême à la Bavière. Au XVe siècle, elle résiste aux guerres hussites et au XVIIe siècle eut lieu la première bataille de la guerre de 30 ans. Au XIXe siècle, elle connaît une industrialisation rapide et accueillit les usines Skoda et le berceau de la pierre Pilsner. Enfin, en 2015, la ville fut déclarée capitale européenne de la culture en raison de son patrimoine. Et enfin, nous devons citer Liberec, fondée au XIe siècle sur la route commerciale reliant la Bohême à la Lusace. Au XVIe siècle, la famille Rodern construisit de nouveaux bâtiments et jeta les bases de l'industrie textile qui se développa grandement au XVIIIe siècle. En 1918, elle fut la capitale de la Bohême allemande. Mais malheureusement, la crise de 1929 dévasta l'économie locale et favorisa le rapprochement avec l'Allemagne. En 1939, la population tchèque fuit la ville avant qu'en 1945, la population allemande soit expulsée. Regardons plus en détail le découpage administratif de la Tchéquie. Alors, le pays est divisé en 13 régions, en plus de Prague qui a un statut particulier. Alors, regardons plus en détail d'abord le nord-ouest. Le nord-ouest tchèque est une région industrielle et frontalière, marquée par la proximité avec l'Allemagne. Longtemps dominée par le charbon et la chimie, il connaît aujourd'hui une reconversion difficile, mais s'appuie sur le tourisme thermal et la logistique. Il comprend le kraï d'Ústí nad Labem, traversé par l'Elbe, ancien bassin minier et sidérurgique reconverti vers les services et les énergies, et le kraï de Karlovy Vary, réputé pour ses stations thermales et son industrie verrière traditionnelle. Cette zone garde une forte empreinte germanique visible dans le patrimoine architectural et les échanges transfrontaliers. Puis nous avons le nord de la Tchéquie, région montagneuse dominée par les monts des Géants et les Sudètes. Le nord tchèque associe nature préservée, tourisme et industrie. Il est formé du kraï de Liberec déjà évoqué précédemment. Puis le nord-est
est, une région de transition entre la Bohême et la Moravie. Il mêle montagnes, vallées industrielles et campagnes fertiles. Il compte le kraï de Hradec Králové autour de sa capitale baroque, un centre administratif et universitaire avec une économie diversifiée autour de la mécanique et de l'agroalimentaire. Il englobe aussi le kraï de Pardubice qui s'appuie sur la chimie, la pharmacie et les technologies. Cette zone illustre bien la modernisation de la Tchéquie intérieure. Puis nous avons le centre qui comprend le kraï de Středočeský qui entoure Prague sans l'inclure. Il combine zone agricole, pôle industriel, notamment à Gradno, à Mladá Boleslava avec l'usine de Skoda et des aires périurbaines en forte croissance. Cette région est la plus peuplée du pays après Prague et joue un rôle clé dans l'équilibre du pays. Puis nous retrouvons le sud-ouest, au relief vallonné et boisé qui s'étend jusqu'à la frontière allemande et autrichienne, autour du kraï de Plzeň, dominé par sa capitale, Plzeň. C'est un territoire dynamique tourné vers la Bavière voisine et le commerce transfrontalier. Il faut également mentionner le sud, région de collines et d'étangs marquée par l'influence autrichienne. Le sud tchèque est réputé pour son patrimoine et son agriculture. Il intègre le kraï de Jihočeský, autour de České Budějovice et Český Krumlov, classé au patrimoine de l'UNESCO, qui associe industrie légère, agroalimentaire et tourisme culturel. Historiquement, c'est une région prospère de la Bohême méridionale avec une tradition brassicole. Et enfin, la Moravie, qui est la partie orientale du pays, région de plaines et de collines traversée par la Morava. C'est un espace agricole, industriel et culturellement distinct. Elle comprend le kraï de Vysočina, la zone de plateau entre la Bohême et la Moravie, mêlant industrie mécanique, agriculture et patrimoine rural, mais aussi le kraï de Moravie du Sud autour de Brno et le kraï de Moravie-Silésie autour d'Ostrava. Concernant le tourisme, d'abord nous devons citer Prague bien sûr, qui est la ville la plus visitée du pays, avec son château, le plus grand complexe du château au monde comme je l'indiquais en introduction. On doit aussi citer le Pont Charles, la place de la vieille ville, l'horloge astronomique que je mentionnais également, le quartier juif Józefov, la cathédrale Saint-Guy, le Malá Strana et la maison dansante. Il faut également mentionner les villes historiques de Český Krumlov, son centre médiéval classé au patrimoine de l'UNESCO, son château avec ce théâtre baroque exceptionnel, mais également Kutná Hora et son église Sainte-Barbe et son ossuaire de Sledec. Il ne faut pas non plus oublier la ville de Telč et sa place Renaissance incroyable et les centres historiques bien conservés de Jihlava, Dolomout, Znojmo et Hradec Králové. Il existe également les villes thermales comme Karlovy Vary, Mariánské Lázně ou Františkovy Lázně. Ces beautés naturelles également comme České Třebíčsko avec ses arches de pierre, ses forêts et ses gorges, on la compare à la Suisse tchèque, la Moravie méridionale avec les grottes de Punkva, le gouffre de Makoša et ses vignobles, surtout autour de Mikulov. Et enfin le lac Lipno, idéal pour faire du sport, du vélo et du kayak. Enfin, il existe un certain nombre de châteaux de forteresses, notamment celui de Karlstein, le château gothique de Charles IV, Hluboká nad Vltavou-D, avec son style néogothique anglais, le château de Konopice, qui est la dernière résidence de l'archiduc François Ferdinand, et enfin le château fort de Buzov, la forteresse de Pechstein, l'une des mieux conservées au monde, ou le château fort de Kokorjin. Concernant la langue officielle de la Tchéquie est le tchèque qui est utilisé par 97% de sa population. Autrement dit, la Tchéquie est un pays ethniquement homogène. La langue tchèque fait partie du groupe slave occidental avec le polonais, le slovaque et le tchèque. Le tchèque en tant que tel est très proche du morave et du slovaque. Concernant le morave, il est parlé par plus de 10% des Tchèques, mais tous les moraves sont aussi tchécophones. Concernant les moraves, il ne s'agit pas ni d'une langue ni d'une ethnie, mais plutôt d'une identité régionale forte. En effet, en 1991, 1,3 million de Tchèques se considéraient comme moraves, alors qu'aujourd'hui, ils ne sont que 400 000. Alors, comment explique-t-on cette répartition ethnique? Eh bien, là encore, c'est l'histoire
qui va nous donner les clés. Comme pour la Slovaquie, la culture rubanée a fait son apparition sur le territoire actuel de la Tchéquie vers moins 1500 avant notre ère. Elle recense les premiers agriculteurs de la région. Elle fut suivie par la culture d'Oudnietice entre moins 2000 et moins 800, puisque cette dernière naquit en Bohême et fut influente par la suite dans toute l'Europe centrale. Elle se démarqua notamment par sa métallurgie avancée. Entre le 5e et le 1er siècle avant notre ère, ce sont les Celtes boïens qui vont s'installer. Et c'est d'eux que vient le nom Bohême. Ils fondèrent les premiers oppidums celtiques comme à Stradoniece et firent circuler les monnaies celtiques. Vers le 1er siècle avant notre ère, ce sont ensuite les tribus germaniques comme les Marcomanes, les Coades, mais aussi les Lombards qui vont remplacer les Celtes boïens. Mais tout bascule vers 370 avec l'arrivée des Huns venus de la steppe eurasienne. Ils balayent les peuples germaniques installés entre le Dniestre et le Danube et vident presque complètement le territoire de la Tchéquie. Mais ce vide n'est que temporaire puisque les Slaves installés entre la Podolie et la Volhynie vont venir s'installer sur le territoire actuel de la Tchéquie. Ce sont les ancêtres des Tchèques. Ils vivent dans des petites communautés agricoles dispersées dans les vallées. Et puis, comme nous l'avons vu dans la vidéo sur la Slovaquie, le Khaganat avar va venir s'installer dans cette plaine d'Europe centrale et cohabiter avec ces tribus slaves. Malgré la pression avare, différentes chefferies locales apparaissent, dont le plus connu est Samo, ce marchand franc élu roi des Slaves. Même s'il ne s'agit pas véritablement d'un État, Samo est considéré comme le fondateur de la Bohême, de la Moravie. Après l'effondrement du Khaganat avar, comme nous l'avons déjà évoqué, eh bien les Slaves vont devenir beaucoup plus indépendants. Peu à peu, les villages slaves s'agrandissent, se fortifient, des centres de pouvoir se développent autour des forteresses qu'on appelle des rades. En Moravie, on constate même l'apparition de plusieurs principautés locales, car situées sur une grande route commerciale entre le nord et le sud et entre les domaines francs et les zones slaves. Parmi ces principautés, vous avez une lignée de chefs moraves qui va unifier ces tribus slaves. Ce sont les Mojmirides. Vers 820 à 830, la Moravie possède une autorité politique stable, des fortifications importantes et des relations diplomatiques avec la France. C'est sur cette base que va naître le royaume de la Grande Moravie. Mais l'arrivée des Hongrois va changer la donne. Ces derniers vont complètement dévaster la région danubienne. Et la Bohême s'en détache et se rapproche du royaume de Germanie. En parallèle de la Grande Moravie, plutôt située dans la Moravie, vous avez également un autre centre de pouvoir qui va se développer autour de la dynastie des Prémislides, dont l'origine est légendaire puisque la princesse Libouché, une voyante et juge respectée, prophétise la fondation de Prague. Elle choisit comme époux un laboureur humble qui s'appelle Prémislide. Ensemble, ils seraient les ancêtres des ducs des rois de Bohême. Historiquement, les Prémislides émergent comme le chef des tribus tchèques. Leur premier centre est Léviradets, puis Prague. Ils unifient progressivement toutes les tribus de Bohême, mais restent politiquement indépendants de la Moravie. Pendant 500 ans, les Prémislides unifient la Bohême, christianisent le pays, bâtissent Prague comme capitale, établissent une administration stable et conquièrent la Moravie. Alors comment? D'abord, le premier duc attesté historiquement est le duc Borzivoj. Baptisé par Méthode, venu de Grande Moravie, le duc introduisit le christianisme en Bohême, fonda la puissance militaire et économique et installa le pouvoir à Prague. Son fils Petiniev fit sortir la Bohême de l'influence morave pour la placer sous la protection germanique. Il conquit même la Moravie en 906. Mais c'est surtout son neveu Venceslas Ier qui va marquer le Xe siècle. Défenseur du christianisme, il consolide l'autorité des Prémislides, mais son assassinat le transforme en saint patron de la Tchéquie. Il incarne la légitimité religieuse et morale du jeune État. Et son successeur et aussi assassin, Boleslav Ier, n'est rien d'autre que le fondateur de la puissance de Bohême, en posant les bases à la fois administratives et militaires. Résistant à Othon Ier, l'empereur du Saint-Empire romain germanique, il dut se reconnaître son vassal et participa en 955 à la bataille de Lerchfeld, stoppant définitivement les raids hongrois. Débarrassé de ses occupants magyars, il en profite pour occuper la Moravie. Sa fille Dubravka épouse le duc Mieszko, nous en avons parlé dans la vidéo sur la Pologne, lui permettant d'avoir des alliances. Sans ce roi, il n'y aurait jamais eu d'État tchèque solide. Son fils Boleslav II parachève le travail de son père en créant l'évêché de Prague, ce qui fait de la ville un centre politique et religieux durable et fixe la Bohême dans le monde chrétien occidental. Un peu plus tard, c'est au tour d'Ottokar de transformer le duché de Bohême
en royaume. Il stabilise la Bohême et donne une constitution durable, la fameuse bulle d'or de Sicile de 1212. En un mot, Ottokar est le véritable fondateur de la Tchéquie médiévale. Puis son descendant Ottokar II, surnommé le roi de fer et d'or, contrôla un immense territoire allant de la Bohême à la Styrie, en passant par l'Autriche. Sous le règne d'Ottokar II, la Bohême est la puissance dominante de toute l'Europe centrale. Malheureusement pour lui, il meurt à la bataille de Marchfield contre les Habsbourg. Son fils Venceslas réussit à devenir roi de Bohême et de Pologne. Il exploite les mines d'argent de Kutna-Hora, le plus grand gisement d'argent en Europe, lui assurant d'immenses richesses minières, et il en profite pour codifier le droit minier. Il est le dernier grand souverain efficace de la dynastie, puisqu'en effet son fils Venceslas III, roi de Pologne, de Hongrie et de Bohême, meurt malheureusement assassiné et sans héritier. C'est ainsi que la Bohême va passer à une nouvelle dynastie. En effet, en 1310, Jean de Luxembourg va épouser la sœur de Venceslas III, Élisabeth. Alors pourquoi? Parce que Élisabeth est la seule héritière légitime de la famille et que les nobles tchèques voulaient absolument que le futur roi soit lié à la famille Přemyslid. De plus, le père de Jean de Luxembourg n'est rien d'autre que l'empereur du Saint-Empire romain germanique, Henri VII. Cela permet à la Bohême de donner la protection militaire, la stabilité politique, le prestige et un poids dans la diplomatie européenne. Et puis les Tchèques voulaient échapper aux Habsbourg, puisqu'en effet Rodolphe III de Habsbourg avait été roi pas très longtemps, juste après la mort de Venceslas III. Enfin, Jean de Luxembourg n'avait que 14 ans quand il monta sur le trône, et la noblesse tchèque pensait pouvoir le contrôler facilement. Il fut ainsi roi de Bohême pendant plus de 30 ans et institua une dynastie prestigieuse pour la Tchéquie. En effet, son fils Charles IV est tout simplement le roi tchèque le plus connu de tout le pays. Il est couronné empereur du Saint-Empire, fonda l'université Charles de Prague en 1348, l'une des plus anciennes d'Europe. Il construisit le fameux pont Charles, agrandit Prague et bâtit le château Karlshtein, faisant de Prague la capitale de l'Europe centrale. En un mot, la Bohême atteint son âge d'or. Après lui, ses fils Venceslas IV et Sigismond, certes empereurs du Saint-Empire romain germanique, continuent de porter la grandeur de son père, mais leurs règnes sont marqués par les tensions hussites. Mais qui sont donc les Hussites? C'est un mouvement religieux et national précoce lié à Jan Hus. Jan Hus, c'est qui? C'est tout simplement un prof de l'université de Prague. Mais à l'époque, les universités étaient beaucoup plus des centres théologiques. Et il va dénoncer ce que Luther fera un siècle plus tard. La corruption de l'Église, la richesse du clergé et la vente des indulgences. Il défendait aussi l'usage des langues locales dans la liturgie. Malheureusement, il est condamné et brûlé pour ses positions, ce qui va entraîner une guerre de 15 ans en Tchéquie, car les Hussites sont réputés pour leur innovation militaire comme les chars de guerre. Ils se divisent toutefois en deux courants principaux. Vous avez en effet d'une part les utraquistes qui sont prêts à accepter un compromis avec l'Église et d'autre part les radicaux qu'on appelle les taborites. En 1434, à la bataille de Lipani, les utraquistes défont les radicaux. En position de force, ces modérés concluent un accord avec le pape. Et c'est ainsi que pendant 200 ans, la Tchéquie va rester chrétien dans l'Europe, mais avec une position un peu différente, car utraquiste. La dynastie des Luxembourg, elle, s'éteint en 1427 parce que Sigismond meurt sans héritier. Albert II de Habsbourg, Jean de Sigismond, est élu mais meurt peu de temps après. Son fils Ladislas le Posthume est également élu et meurt également peu de temps après. La Tchéquie connaît donc une période d'instabilité jusqu'à ce que Georges Podybrady y mette fin. Il est le premier roi tchèque non lié à une famille dynastique et est prêt à un compromis avec les Hussites. Mais après sa mort, la noblesse tchèque préfère élire Vladislas de Jagellon, catholique certes, mais tolérant sur les questions religieuses. Et puis c'est son fils Louis II de Jagellon qui va monter sur le trône. Mais il meurt à la fameuse bataille de Mohács contre les Ottomans. Mort sans successeur, la noblesse tchèque est obligée de se tourner vers sa sœur, Anne de Jagellon, épouse de Ferdinand Ier de Habsbourg. Avec la couronne de Bohême, les Habsbourg deviennent ainsi princes électeurs du Saint-Empire romain germanique. Son règne est important donc pour l'Autriche, mais aussi pour la Tchéquie,
puisque pendant 400 ans, la Tchéquie sera sous la domination des Habsbourg. À cet effet, on note 3 grandes étapes. Pendant le premier siècle de la domination des Habsbourg, les institutions tchèques se maintiennent car elles sont fortes, à l'instar de la noblesse. Mais les tensions religieuses persistent en raison d'une forte influence protestante. 1618 marque un tournant non seulement pour l'histoire tchèque, mais aussi celle de l'Europe, puisqu'eut lieu la fameuse défenestration de Prague. En effet, 2 nobles protestants jettent 2 gouverneurs catholiques par la fenêtre parce qu'ils estimaient que la liberté religieuse était supposément violée. La noblesse tchèque renverse donc leur souverain Habsbourg, Ferdinand II. Mais ce conflit local devient européen et les protestants soutiennent Frédéric V, un prince protestant, tandis que les catholiques, eux, soutiennent le monarque déchu, Ferdinand II. Ce qui va conduire à la fameuse bataille de la Montagne Blanche en 1620 qui voit la victoire des catholiques sur les protestants. Cette bataille est un tournant puisqu'elle va enclencher une deuxième étape dans l'histoire tchèque. Puisqu'on a vu que les Habsbourg, jusqu'à là respectueux des institutions tchèques, vont imposer un absolutisme autrichien. Alors comment? D'abord, les Autrichiens mettent fin aux États tchèques et à la monarchie élective. Ils transforment aussi profondément la Bohème. Les dirigeants tchèques sont exécutés, les terres sont massivement confisquées, la noblesse perd une grande partie de son pouvoir et la Tchéquie voit s'installer sur son territoire des familles aristocratiques autrichiennes, allemandes, italiennes, fidèles aux Habsbourg. Et puis la Tchéquie voit le début d'une recatholisation forcée. En 1727, par exemple, une ordonnance instaure et la monarchie héréditaire en Bohème et le catholicisme devient obligatoire. Enfin, la langue allemande domine les institutions. Puis ce pouvoir absolu est consolidé au cours du XVIIe siècle. Par une administration centralisée à Vienne, l'armée, les impôts et la justice en Tchéquie sont sous contrôle impérial. Les institutions politiques tchèques traditionnelles s'effacent progressivement. La noblesse tchèque restante devient courtisane et dépendante de l'empereur. Entre 1680 et 1740, on arrive même à l'apogée de cet absolutisme autrichien. La Bohème devient une province clé par sa population nombreuse, ses industries et ses mines. Elle reste totalement intégrée sans autonomie politique réelle. Et puis on arrive à une troisième étape lorsque l'impératrice Marie-Thérèse II ainsi que son successeur Joseph II instaure un certain nombre de réformes, avec par exemple le début d'une bureaucratie moderne, souvent germanophone certes, le développement économique comme l'installation des premières manufactures ou la modernisation de l'agriculture. Mais ces transformations permettent aussi un réveil national tchèque, avec par exemple la codification de la langue tchèque par Dobrovský ou Jungmann, la fondation de sociétés savantes, de revues ou d'un théâtre national. Et donc au cours du 19e siècle, les Tchèques vont demander beaucoup plus d'autonomie nationale, ce qui va déboucher sur le printemps des peuples de 1848. Toutefois, l'armée autrichienne refuse et écrase la révolte. Les Tchèques sont frustrés mais profitent de la libéralisation du régime autrichien dans la deuxième moitié du 19e siècle. On voit ainsi émerger 2 partis politiques. Vous avez d'abord les vieux Tchèques qui boycottent le Parlement impérial et protestent contre la domination germanophone. Et les jeunes Tchèques libéraux qui, eux, développent le nationalisme tchèque avec Masaryk ou Kramav et militent pour une autonomie politique réelle. Mais il faudra attendre la Première Guerre mondiale. Le rôle économique et politique des élites tchèques durant le 19e siècle permettent de porter le projet d'une Tchécoslovaquie auprès des Alliés. Ainsi, la Tchécoslovaquie est créée et entre 1918 et 1938, elle vit un véritable miracle économique. 70% de l'industrie du pays est toutefois concentrée dans la Bohème-Moravie. Et Prague est aussi un centre culturel majeur d'Europe centrale, avec Kafka, Čapek ou la musique moderne. En un mot, durant cette période, la Tchécoslovaquie est la 10e puissance industrielle du monde, qui se reflète par sa modernisation à travers les transports, l'électricité ou l'urbanisme. Mais après les accords de Munich de 1938, la Tchéquie devient le protectorat nazi le plus exploité d'Europe. Les représailles nazies sont telles que l'on voit la destruction de villes comme à Lidice ou à Ležeky. Des massacres civils également ont cours et la culture tchèque survit difficilement. Après la Seconde Guerre mondiale, la Tchécoslovaquie devient l'État le plus industrialisé du bloc soviétique après la RDA. Les
Les usines Skoda, Tatra ou Čecady sont les symboles de cette technologie. Mais en 1968 eut lieu le printemps de Prague, une tentative de réformer le régime communiste en instaurant un socialisme à visage humain avec davantage de liberté politique, culturelle et intellectuelle. Ce mouvement s'appuya sur des intellectuels tchèques comme Václav Havel, Milan Kundera ou Jan Patočka. La population tchécoslovaque manifesta massivement, mais elle fut réprimée brutalement par les troupes du pacte de Varsovie. Suite à cet événement, la Tchécoslovaquie devient une fédération et la Tchéquie subit une purge sévère. Mais la dissidence tchèque devient un modèle d'opposition qui va conduire à la révolution des velours que nous avons mentionné dans la vidéo sur la Slovaquie et à l'indépendance des deux États, dont la Tchéquie. Les 10 premières années sont donc marquées pour la Tchéquie par la consolidation démocratique, mais aussi des réformes économiques importantes sous Klaus, avec la privatisation ou le marché libre. En 1999, la Tchéquie rejoint l'OTAN et son président Václav Havel joue un rôle de promoteur d'une démocratie libérale à l'européenne. Mais la décennie suivante, entre 2003 et 2013, est marquée par la montée du scepticisme européen, bien que la Tchéquie rentre dans l'Union en 2004. Puis la période 2013 à 2023 marque un changement institutionnel marqué par l'élection au suffrage universel direct du président et la montée du populisme sous la présidence de Miloš Zeman et du Premier ministre Andrej Babiš. Alors regardons plus en détail l'économie de la Tchéquie. On constate que la Tchéquie connaît une forte croissance à partir des années 90 jusqu'en 2007, ce qui correspond à la période de rattrapage post-communiste et des effets positifs de l'ouverture économique de marché ou l'adhésion à l'Union européenne ainsi que les investissements directs étrangers. Et puis le pays connaît la crise économique de 2008, suivie d'une croissance modérée entre 2012 et 2013 en raison de la crise de la zone euro. Enfin, le Covid fit enregistrer au pays la pire croissance que le pays ait connue depuis 1989, suivie d'une reprise fragile. Le PIB du pays est passé en 2000 de 62 milliards à 327. Le PNB, lui, a fortement progressé puisqu'il est passé de 6 000 à plus de 30 000 $ par habitant. Le chômage est l'un des plus faibles d'Europe et la monnaie nationale n'est pas l'euro mais la couronne tchèque. Alors pourquoi ? Effectivement, la Tchéquie, en tant que membre de l'Union européenne, devrait adopter l'euro. Mais, selon les derniers sondages, 75% des Tchèques sont opposés parce que la monnaie est une expression de la souveraineté nationale. Concernant la répartition du PIB, on constate que le secteur primaire est très faible, à peine 2%. Il se concentre dans les plaines, dans le secteur agricole et l'élevage dans les zones montagneuses. Puis, nous devons mentionner que le secteur secondaire joue un rôle important en Tchéquie, puisqu'il comprend presque 36% du PIB. La Tchéquie dispose d'une main-d'œuvre qualifiée, d'infrastructures industrielles développées et elle est située au cœur de l'Europe. Enfin, il faut mentionner le secteur tertiaire, notamment dans les transports, les services financiers, les services aux entreprises, le commerce et la distribution. Concernant les grands groupes du pays, il faut mentionner d'abord Skoda, le plus grand fabricant de voitures de Tchéquie, qui fait maintenant partie du groupe Volkswagen. Vous avez également CES Group, qui est une société de vente et de production de gaz et d'électricité, PPF, un groupe financier et industriel, Agrofert, un conglomérat industriel, Avast, la fameuse société de logiciels de sécurité pour les ordinateurs, et Pilsner pour la bière. Concernant les personnalités, d'abord, il faut mentionner Franz Kafka, connu pour ses romans comme Le Procès, Le Château, La Métamorphose ou La Colonie pénitentiaire. Nous devons également mentionner Čapek, un écrivain, dramaturge et journaliste. C'est lui l'auteur de Roure, la première pièce de théâtre à mettre en scène des robots. Et également Jaroslav Seifert, prix Nobel de littérature en 1984, qui est considéré comme le plus grand poète tchèque du XXe siècle. Et Milena Jesenka, qui est une journaliste, écrivaine et traductrice, qui est incontestablement une figure importante de la littérature tchèque du XXe siècle. Concernant les artistes, il faut bien sûr citer Alphonse Mucha, une figure majeure de l'art nouveau, Antonín Dvořák, compositeur de la Symphonie du Nouveau Monde, Bedřich Smetana, un compositeur national. Enfin, concernant les scientifiques, il faut indiquer le couple Curie, prix Nobel de médecine en 1947, à l'origine du cycle Curie, et Jaroslav Ervski, prix Nobel de chimie en 1959. Concernant la gastronomie, il faut d'abord
mentionner Vepro Knedlo Zelo, qui est le plat national tchèque, mais également Zvikova na smetanie, qui est un filet mignon en sauce à la crème, le goulash que nous avons mentionné dans d'autres vidéos, Bramborak, qui est une galette de pommes de terre, les kneliki, qui sont des quenelles, et bien sûr les bières tchèques. Concernant le sport, la meilleure performance date des Jeux Olympiques de Séville de 1992. Elle remporte 50 médailles, soit un tiers de toutes les médailles qu'elle ait gagnées entre 1920 et 1992. Les sports de prédilection en Tchéquie, c'est d'abord le hockey. Effectivement, médaille d'or aux Jeux Olympiques de 98 et 2006. Mais nous devons mentionner également le cyclisme avec des champions comme Roman Kreuziger ou Pedvat Koch, le tennis avec Martina Navratilova, Ivan Lendl, Petra Kvitova et Barbora Krejcikova. Vous avez également l'athlétisme et le football. N'oublions pas que la Tchéquie ou Tchécoslovaquie a été vainqueur en 1976 et finaliste en 1996. Deux fois aussi finaliste malheureux à la Coupe du Monde 1934 et 1962. Sans oublier des footballeurs talentueux comme Pavel Nedved, Ballon d'Or 2003 et l'incontournable Sparta Prague. Je terminerai mon exposé en vous évoquant les défis de la Tchéquie. D'abord les défis géopolitiques qui sont liés aux tensions actuelles en Europe. Les défis également économiques puisque l'économie de Tchéquie est fortement dépendante de son voisin, l'Allemagne. Et également de la transition vers l'électrique. Des défis plus internes comme par exemple le vieillissement de sa population, la pénurie de travailleurs et le besoin en termes d'innovation et de recherche. Et enfin, les défis environnementaux liés notamment à la pollution industrielle et à la sécheresse. Voilà, comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Au revoir.